Le film « Evil Inbound » est enfin sorti. Pourtant, les archives sur les crimes de cette unité, candidate depuis 6 ans au registre Mémoire du Monde, n'avancent toujours pas. Le mémorial des crimes de l'unité 731 de l'armée japonaise en Chine, depuis 2019, porte la candidature des archives sur la guerre bactériologique du Japon pour les inscrire au registre Mémoire du Monde et faire connaître au monde entier la vérité historique. Mais jusqu'ici, sans succès. Pourquoi? Cette fois, je pars à la recherche de ceux qui, dans l'ombre, bloquent l'inscription de ces archives. Écoutons ensemble. Lorsque j'ai cherché à consulter les documents d'évaluation du registre Mémoire du Monde de l'UNESCO, pour en avoir le cœur net, j'ai découvert que les archives chinoises de la guerre de résistance bloquées dans leur candidature ne se limitaient pas à un seul dossier. Il y a d'abord eu les archives sur les femmes de réconfort, déposées en 2014, rejetées en 2015 puis représentées en 2017, avant d'être reportées. Viennent ensuite les archives sur la guerre bactériologique du Japon, candidature déposée en 2019, sans aucune nouvelle depuis. Que s'est-il passé entre-temps? En 2017, lorsque la Chine, la Corée du Sud et d'autres pays ont soumis conjointement des archives sur les femmes de réconfort à l'UNESCO, un dialogue a été initié par l'organisation en raison d'un conflit de candidature. Et ce pays, c'était le Japon. Quelle manœuvre derrière cette initiative? J'ai comparé le contenu des deux dossiers de candidature, chinois et japonais, en constatant que bien qu'une partie des documents se recoupaient, leur position fondamentale était totalement opposée. Le dossier chinois avère solidement les atrocités de l'armée japonaise. Le dossier japonais, lui, met l'accent sur le maintien de la discipline par l'armée. Il tente même de se justifier en prétendant que les femmes de réconfort étaient volontaires. Deux projets portant sur le même sujet déposés simultanément, cela reste extrêmement rare dans l'histoire de l'UNESCO. Face à ce conflit de candidature, la seule solution fut le dialogue, soit les deux parties renoncent, soit une seule est choisie. Les motivations du Japon sont désormais évidentes. D'après le dossier de candidature japonais, la principale initiatrice se nomme Yumiko Yamamoto. Dans les médias japonais, elle est présentée comme une femme au foyer. Pourquoi une femme au foyer japonaise agirait-elle ainsi? Je me suis aperçu que le véritable tournant se situe peut-être en 2015. Cette année-là, les archives du massacre de Nanjing, soumises par la Chine, ont été inscrites avec succès au registre Mémoire du Monde. À l'époque, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, dans son discours pour le 70e anniversaire de la fin de la guerre, a déclaré sans détour « Nous ne devons pas imposer aux générations futures, qui n'ont rien à voir avec la guerre, le destin de s'excuser sans cesse ». Ainsi, j'ai découvert par la suite le témoignage d'un expert chinois, présent lors du conflit de candidature avec le Japon en 2017, qui a révélé, pendant 2 ans, 2015 à 2017, le Japon n'a ménagé aucun effort pour influencer sans relâche les membres du comité d'évaluation, tout en discréditant la candidature internationale conjointe. Cet expert n'est autre que le professeur Suzy Liang. J'ai essayé de le contacter mais je n'ai pas réussi à le joindre par téléphone. Je n'ai pu que lui envoyer un email et attendre sa réponse. Avant cela, je voudrais savoir ce que le Japon a fait exactement sous la mobilisation de Shinzo Abe. Moins d'un mois après le discours de Shinzo Abe, 2 organisations de la société civile japonaise ont soumis une déclaration à son gouvernement, exigeant que ce dernier empêche la Chine de soumettre des archives liées à la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. L'une des ONG s'appelle « Mouvement national pour la vérité des femmes de réconfort » et l'autre « Mouvement national pour la vérité de Nanjing ». Quelle coïncidence! Cela correspond exactement à 2 archives de déclarations chinois de cette année-là. Yumiko Yamamoto est membre du Mouvement national pour la vérité des femmes de réconfort. En suivant les indications, j'ai recherché les liens de Yumiko Yamamoto avec l'organisation et j'ai trouvé un séminaire organisé à Osaka, au Japon. Ce séminaire m'a permis d'identifier une autre figure clé, l'universitaire japonais de droite Shiro Takahashi. Depuis 2015, ce chercheur consacre ses recherches exclusivement à l'exploitation des lacunes dans les réglementations des Nations Unies. C'était lui qui a proposé la stratégie du sujet dupliqué. Or, l'UNESCO stipule que les candidatures privées doivent être soumises conjointement par plusieurs pays. Une seule organisation japonaise comme la leur ne suffira pas. Yumiko Yamamoto a alors contacté Koichi Mera, un Américain d'origine japonaise qui poursuivait en justice la statue des femmes de réconfort à Los Angeles. En tant que responsable d'une ONG américaine, il était en droit de soumettre une déclaration prenant une position contraire à celle de la Chine. Une femme au foyer qui parcourt le monde pour disculper le Japon, un universitaire qui se livre à des affaires louches, et un Américain d'origine japonaise qui continue de blanchir le Japon. Je suis curieux, qui les a réunis? Jusqu'à ce que je découvre que l'initiateur du Mouvement national pour la vérité des femmes de réconfort était Toshikazu Kase, un historien de droite japonais renommé, surnommé le « stratège de la droite japonaise ». Son père,
ancien ambassadeur du Japon aux Nations Unies, avait même participé à la cérémonie de signature de la capitulation sans condition du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, peu après la capitulation, il déclara que la guerre du Japon était justifiée et que exiger des excuses du Japon était inacceptable. Toshikazu Kase portait clairement le drapeau de ses pairs. Que faisaient d'autres ces personnes sous la direction d'une telle figure ? En 2017, le Japon a soumis ses archives sur les femmes de réconfort aux Nations Unies. Mais il n'a obtenu qu'un billet pour affronter la réalité. Pour y parvenir, il lui restait encore beaucoup à faire. Au même moment, un autre courant souterrain commence à se manifester. Les personnalités pro-japonaises, formées à grands frais par le ministère japonais des Affaires étrangères à travers le monde, entrent en scène. Parmi elles figurent certains intellectuels chinois pro-japonais ayant participé au programme d'invitation des intellectuels chinois financé par ce ministère, qui publient ouvertement des articles affirmant que il faut tourner la page des rancunes historiques, ou encore que il faut s'opposer à l'éducation de la haine. De tels discours deviennent alors des armes, à la fois internes et externes, permettant au Japon de verrouiller la vérité historique. Avant que les résultats finaux de l'évaluation ne soient rendus publics, le ministère japonais des Affaires étrangères a également tenu une conférence de presse, laissant entendre que, si les archives soumises par la Chine étaient retenues, le Japon pourrait se retirer de l'UNESCO, exerçant ainsi des pressions politiques sur l'ONU. Du sommet à la base, le Japon a mobilisé toutes ses forces pour entraîner le dossier d'inscription des archives relatives aux femmes de réconfort dans un interminable processus de dialogue. Mais ces manœuvres ont également provoqué, à l'échelle mondiale, un véritable effet de vitre brisée, ouvrant la voie à des dérives similaires ailleurs. En 2021, les règles d'inscription au registre mémoire du monde ont été modifiées. Désormais, il suffit qu'un État membre formule une objection pour que le dossier entre dans un processus de dialogue sans limite de durée. Cela signifie non seulement que la Chine, pour inscrire les archives de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, doit obtenir l'accord du Japon, mais aussi que tout pays victime dans l'histoire, souhaitant préserver la vérité en inscrivant ses propres archives, peut voir sa démarche bloquée si l'État agresseur s'y oppose à l'exemple du Japon. Ainsi, une confrontation autour de la vérité historique s'est déjà étendue à l'échelle mondiale. Face aux efforts incessants des groupes de droite japonais pour faire obstruction, une question s'imposait, avons-nous encore d'autres moyens d'agir ? C'est avec ce doute que j'ai de nouveau pris contact avec le professeur Suzy Liang, et j'ai fini par recevoir une réponse. Si mes appels restaient sans suite, c'était parce qu'ils se trouvaient en Corée du Sud, afin de discuter des démarches liées à une candidature commune à l'UNESCO. À près de 70 ans, il continue de se battre en première ligne. C'est finalement au musée chinois de l'histoire des femmes de réconfort que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. 10 ans ont passé. 10 ans, et toujours aucun dialogue n'a abouti. Au cours des 30 dernières années, nous avons recensé 358 victimes dans la partie continentale de la Chine, et il en reste encore 7. Franchement, nous sommes aussi profondément attristés. Le directeur général de l'UNESCO a changé plusieurs fois. Ces 2 dernières années, certains archives soumises par différents pays ne sont pas inclus dans la liste en raison des nouvelles règles. Des experts des musées m'ont également contacté. Un exemple, les preuves des crimes commis par l'unité 731 dans le cadre d'une guerre biologique. Si nous postulons, nous avons besoin de l'approbation du Japon. Si le Japon émet des doutes, nous ne pourrons pas soumettre avec succès. Ces frustrations sont nombreuses. Le ministère japonais des Affaires étrangères fait tout ce qu'il peut pour empêcher notre candidature. Il s'agit souvent d'un processus 1 à 1. Si un pays dispose de membres votants de l'UNESCO, l'ambassade du Japon de ce pays a la responsabilité de l'amener à voter contre la proposition de la Chine. Cependant, il nous faut encore trouver des preuves tangibles. Cette échelle est évidemment très grande. Par conséquent, cette guerre de la connaissance historique se poursuit. Nous devrions parler en leur nom. C'est pourquoi, en voyant leur silhouette vieillissante, je disais que je ne pouvais pas renoncer aux archives. La Chine a toujours été un praticien des règles internationales. Comme le dit le proverbe, un gentleman doit faire ce qu'il doit faire et ne pas faire ce qu'il ne doit pas faire. La droite japonaise manipule les règles internationales et joue un rôle déloyal.
Cela porte atteinte à sa crédibilité internationale. Nous refusons de lui emboîter le pas. Ce qu'il nous faut, c'est être plus unis et défendre plus fermement la justice historique. Lorsque nous racontons ces histoires et dévoilons les tentatives des groupes de droite japonais de dissimuler la vérité historique, nous n'apprenons pas seulement l'histoire, nous l'écrivons également. Si, après 10 ans de candidature au registre Mémoire du Monde, aucun résultat équitable n'est encore obtenu, alors écrivons la fin de la prochaine décennie par nos actions. Êtes-vous prêt à continuer à parler avec moi dans les 10 prochaines années ?